vérifier bien que ça reste. Oui, d'accord. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de participer à ce nouveau webinaire des mardis de l'accompagnement associatif. Nous tenons tout d'abord à nous excuser pour le report du webinaire sur la réforme territoriale qui devait avoir lieu au mois d'avril dernier. Nous sommes actuellement en train de chercher une nouvelle date pour pouvoir l'organiser dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, ce webinaire est consacré à l'égalité professionnelle, qui est à la fois une obligation légale, mais aussi un enjeu d'attractivité pour le monde associatif et pour les petites et moyennes associations, pour leur recrutement et la qualité de vie au travail de leurs salariés. Ce webinaire est co-organisé par l'ensemble du collectif PMAE, donc le collectif PMAE Petites et Moyennes Associations, qui est composé de 6 partenaires acteurs de l'emploi associatif, l'AVISE, qui est l'Agence de développement de l'économie sociale et solidaire, le mouvement associatif, qui est l'organisation représentative du monde associatif, la mutuelle Quorum, qui est une mutuelle qui regroupe un ensemble d'acteurs de l'ESS, le réseau national des maisons des associations, qui regroupe l'ensemble des maisons des associations implantées sur le territoire français, le CNCRES, qui regroupe l'ensemble des chambres régionales d'économie sociale, et l'UDES, qui aujourd'hui nous fait le plaisir d'intervenir pour ce webinaire, qui est le syndicat des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc moi-même, je suis Marion Boineau, je suis chargée de mission économie-emploi au mouvement associatif, et je vais animer une partie de ce webinaire, qui sera consacrée, comme je vous l'ai dit, à la question de l'égalité professionnelle, qui permet d'agir sur différents leviers, à savoir agir sur la qualité des emplois dans le monde associatif, soutenir la dynamique d'innovation comme levier de développement, démontrer aussi la cohérence entre les valeurs affichées par le monde associatif dans leurs actions et dans leurs projets et la réalité au sein de leur structure au plan interne, et assurer aussi la capacité de répondre à ces besoins en ressources humaines. Pour nous parler de ces différents sujets, nous aurons différents intervenants, donc ici présents et présentes avec moi, mais aussi 2 personnes à travers 2 vidéos que vous aurez l'occasion de regarder pendant cette heure-ci pour pouvoir nous éclairer sur les enjeux sur cette question. Donc tout d'abord, Elisa Bralé sera avec nous en vidéo. Elle est présidente de la commission Égalité Femmes-Hommes au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, qui est l'instance représentative des organisations de l'économie sociale et solidaire, mais qui regroupe à la fois des organisations de l'ESS, des représentants des pouvoirs publics et des personnes qualifiées investies sur ces thématiques. Jean-Baptiste Moustier, qui est conseiller technique dialogue social à l'UDES, qui est à ma droite, et Tiffaine Perrichon, chargée des projets RH et diversité à l'UDES. Et nous aurons un autre témoignage de radio associative, voilà, qui est responsable de politique de genre et qui est de la radio associative Ancheta, c'est ça. Voilà. Nous excusons sa collègue coordinatrice de cette même radio qui malheureusement ne pourra pas intervenir dans cette vidéo comme initialement prévu. Vous voyez normalement sur votre écran à la fois la liste des participants et des participantes et un petit module conversation. Donc si vous rencontrez un problème technique au niveau du son ou de l'image, ou si vous avez une question à poser pendant le webinaire, vous pouvez utiliser ce module pour interagir avec nous. Je vais donc laisser la parole à mon voisin pour qu'il nous présente les premiers enjeux de l'égalité professionnelle et peut-être le premier témoignage que nous allons diffuser. Exactement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous allons commencer ce webinaire par une première vidéo. C'est une vidéo d'Elisa Bralé, qui est présidente de la commission Égalité Femmes-Hommes au Conseil supérieur de l'égalité, Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, pardon.
qui va justement nous montrer que si la question de l'égalité professionnelle est une question légale, est une question sociale au sein de vos structures associatives, c'est aussi une question institutionnelle. Et en cette matière, le CSE2S a de réelles missions en matière d'égalité professionnelle. Eh bien bonjour, heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur une question essentielle, transversale et de droit, évidemment, la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes, sur laquelle les associations ont évidemment des responsabilités légales, mais également sociales et sociétales, de par le projet qu'elles portent. Donc moi je suis Elisa Bralet, je suis présidente de la commission égalité femmes-hommes au sein du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Donc en parallèle des lois existantes, évidemment, un collectif, le collectif Femmes ESS, a poussé la question donc, de l'égalité femmes-hommes au sein de la loi sur l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014. Et donc fort d'un nouveau Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire paritaire femmes-hommes dans sa composition, cette question a été posée donc, dans la loi comme un principe, un enjeu de cohérence et un enjeu de développement pour l'économie sociale et solidaire, tant dans sa gouvernance, évidemment, que dans ses pratiques professionnelles. Donc en même temps que les projets que vous pouvez déjà évidemment porter dans vos structures, c'est une question qui est devenue une question institutionnelle et une commission dédiée à l'égalité femmes-hommes a été créée au sein du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Cette commission égalité femmes-hommes, elle est composée d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, de réseaux d'acteurs. Et d'ailleurs, l'UDES y est fortement impliqué. Et également de représentants d'administrations et de ministères qui peuvent travailler sur cette question. Nous travaillons notamment depuis début décembre sur un rapport qui est inscrit dans la loi, un rapport triennal, autour donc, de plusieurs axes. La question donc, de l'égalité professionnelle et notamment de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La question de l'accès des femmes à des postes à la responsabilité, que ce soit en tant que salariés ou en tant qu'élus. Et la question de la parité femmes-hommes dans les instances dirigeantes de l'économie sociale et solidaire. Alors aujourd'hui, les enjeux d'un tel rapport sont de dresser déjà un état des lieux partagé de l'ensemble de la question, mais également d'identifier des pratiques, des outils, tels que ceux qui vont vous être présentés dans la suite de ce webinaire, et de déterminer des priorités d'action pour porter pleinement cet enjeu au sein de l'économie sociale et solidaire et évidemment du secteur associatif. Donc le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire a donc aujourd'hui une mission pour porter pleinement cette question de l'égalité femmes-hommes et rendra d'ailleurs ce rapport, ces travaux, début 2017 pour en faire état. Donc tout l'enjeu ensuite, évidemment, que vous connaissez et que nous ayons bien tous la volonté partagée, mais également les outils pour aller au-delà des discours et porter cette question de l'égalité femmes-hommes tant dans les postes occupés Donc en quelques enjeux pour l'UDES que vous allez nous présenter en quelques mots et quel est l'enjeu de cet accord interprofessionnel sur la question de l'égalité femmes. Alors d'abord on va faire un bref rappel sur ce qu'est l'UDES. Justement en matière d'égalité, l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est la partie qui a signé pour le compte des employeurs l'accord du 27 novembre 2015 sur l'égalité professionnelle dans l'économie sociale et solidaire. Alors l'UDES est une organisation multiprofessionnelle d'employeurs qui fédère et regroupe 25 groupements et syndicats d'employeurs dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc elle participe à représenter des employeurs du secteur associatif, des mutuelles et des coopératives. Elle regroupe 14 branches et secteurs professionnels. Donc par exemple, on va citer, sans être exhaustif, la branche de l'aide à domicile, la branche mutualité, la branche du sport.
c'est une organisation multiprofessionnelle, au même titre par exemple que dans d'autres champs, par exemple pour les exploitations agricoles on a la FNSEA, ou pour les professions libérales on a l'UNAPL. C'est différent du niveau interprofessionnel. Les missions de l'UDES sont plurielles. C'est d'abord l'UDES un lieu de concertation et de réflexion sur des actions pour les employeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi un lien avec les pouvoirs publics, un relais pour faire passer les positions justement des employeurs de l'économie sociale et solidaire auprès d'élus, auprès des partenaires sociaux interprofessionnels et auprès des pouvoirs publics. Et une autre mission de l'UDES, c'est de négocier des accords multiprofessionnels, donc avec les partenaires sociaux salariés, donc des accords professionnels qui sont au niveau multiprofessionnel. À l'heure actuelle, l'UDES a négocié 7 accords. Et donc le dernier, celui en date du 27 novembre 2015, c'est l'accord sur l'égalité professionnelle. Alors auparavant, là aussi sans être exhaustif, l'UDES avait auparavant négocié un accord sur l'insertion professionnelle des jeunes en 2014, également un accord sur la prévention des discriminations, et aussi un accord sur la prévention des risques psychosociaux. Alors concernant le dernier accord, celui qui va plus nous intéresser vu la thématique d'aujourd'hui, l'accord du 27 novembre 2015. Donc comme je l'ai dit, il a été signé assez récemment. La première réunion de négociation avait débuté en mars 2015, donc la dernière c'était le 27 novembre. Il a été signé à l'unanimité par l'ensemble des organisations syndicales de salariés, donc, ce qui est vraiment une bonne chose. Ça montre qu'il y avait vraiment une unanimité, vraiment tout le monde était d'accord sur le contenu de cet accord, il n'y avait pas de problème. Quel était l'intérêt de négocier un accord sur l'égalité professionnelle au niveau de l'économie sociale et solidaire? En fait, c'était pour apporter des réponses pertinentes et surtout qui répondent aux enjeux propres de l'économie sociale et solidaire. En fait, le secteur de l'ESS est caractérisé certaines caractéristiques propres, notamment c'est un secteur qui est particulièrement féminisé par rapport au reste du secteur privé. Dans l'ESS, c'est 67% des emplois qui sont occupés par des femmes contre 48% pour l'ensemble du salariat français. Une autre caractéristique de l'ESS, c'est aussi un recours qui est peut-être plus important pour les contrats à temps partiel et aussi pour les horaires atypiques. D'ailleurs, le temps partiel concerne principalement les femmes. Après aussi, une donnée qui est importante et qui montre que dans l'ESS, il y a aussi des choses positives en termes d'égalité professionnelle, c'est qu'on constate des écarts de rémunération entre hommes et femmes, justement, qui sont certes en défaveur des femmes, mais qui sont moins élevés que dans le reste du salariat français. Les principaux objectifs de l'accord du 27 novembre 2015, c'était tout d'abord un objectif général de parvenir à l'égalité professionnelle dans l'ESS. Il y avait aussi une volonté d'outiller les branches professionnelles dans leur dynamique de négociation et aussi d'action pour favoriser l'égalité professionnelle. Et enfin, il y avait aussi un soutien de la négociation sur l'égalité professionnelle pour les entreprises. Concrètement, l'accord du 27 novembre 2015 envisage donc la mise en œuvre d'actions et de négociations aussi bien au niveau des branches, mais aussi bien au niveau des structures. Alors au niveau des branches, l'accord prévoit que ces dernières devront négocier, si elles n'ont pas d'accord sur l'égalité professionnelle, un accord dans les 2 ans. Si elles en ont déjà un, elles devront le renégocier pour que leurs dispositions soient en accord avec le contenu de l'accord du 27 novembre 2015. Il prévoit aussi la mise en œuvre d'actions de communication pour améliorer la mixité dans les métiers de l'ESS. Il souhaite aussi favoriser la mise en œuvre d'outils de recrutement au sein des entreprises pour favoriser la mixité. Également, il prévoit des procédures particulières, des dispositions pour réagir et pour prévenir les agissements liés au harcèlement sexuel ou aux violences sexistes au travail. Alors pour introduire les enjeux opérationnels de l'égalité professionnelle au sein de vos structures, on va commencer par poser une première question auquel vous allez pouvoir répondre. D'ailleurs, il faut souligner que vous pouvez répondre
plusieurs réponses, voilà, choix multiples. Alors la première question, selon vous, à partir de quel niveau d'effectif salarié est-il pertinent pour une association de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'égalité professionnelle? Vous avez c'est un délai de 30 secondes pour répondre. Des petits malins qui commencent les autres. On diffuse le résultat. Allez, c'est parti. Donc logiquement, vous devriez voir les résultats du premier sondage. Donc on est sur 90% des participants et des participantes qui sont sur une fourchette de 0 à 49 salariés. 2 participants et participantes sur 50 à 299 et ensuite ex aequo sur les 2 dernières réponses. Alors Jean-Baptiste, quelles étaient les orientations à donner? Alors les bonnes réponses, mais en fait, voilà, il faut mettre en œuvre des mesures en faveur de l'égalité, quel que soit l'effectif de votre structure. Il n'y a pas de priorité, donc les 3 premières réponses étaient les bonnes réponses. Je vais laisser la parole à Tiffaine désormais. Effectivement, en fait, peu importe la taille de l'entreprise, par contre, pour pouvoir vous accompagner en fait dans cette démarche en fait sur l'égalité professionnelle femmes-hommes dans l'ESS, on a en fait dans le cadre de l'accord créé un outil en compagnie on s'est fait accompagner avec le cabinet Transfert RH pour pouvoir créer un outil opérationnel et surtout pratique à destination des entreprises. Donc le guide égalité femmes-hommes dédié aux employeurs pour passer de la conviction à l'action. Donc il est présenté en fait sous forme de fiches pratiques. L'idée c'est de pouvoir vous aider à faire en fait le point sur les enjeux liés à l'égalité professionnelle femmes-hommes dans vos structures, quelle que soit leur taille, de pouvoir diagnostiquer, je vais y arriver, la situation de votre entreprise, voir les éventuels axes de progrès et de pouvoir effectivement atteindre l'égalité professionnelle réelle comme c'était un des objectifs de l'accord. Pour ça, en fait, on a sur la slide suivante, s'il te plaît. Là, on vous présente en fait en un coup d'œil le guide. Comme vous pouvez le voir, il est assez dense. Donc, on a prévu aujourd'hui de vous structurer un petit peu l'intervention pour pouvoir vous présenter un petit peu le guide et que vous puissiez aller directement aux points clés pour pouvoir démarrer vos actions. Donc, on a structuré ça en 4 axes de gestion des ressources humaines. Donc, vous avez un premier axe sur l'attractivité des compétences, un autre axe sur la qualité de l'emploi et de la vie au travail, enfin un autre sur l'évolution professionnelle et pour terminer des pistes pour pouvoir agir et réagir effectivement s'il y a d'éventuelles difficultés. Donc pour ça là aussi on a prévu en fait un peu plus d'interactivité avec des petits quiz sur chaque thématique et après ce qu'on vous proposera c'est de pouvoir répondre à vos questions à l'issue en fait de cette présentation. Donc sur la prochaine question, en fait, on est sur l'axe attractivité et compétences. Là, on vous pose la question de savoir comment se démarquer pour attirer de nouvelles compétences dans son association. Donc il y a plusieurs choix possibles, effectivement. Donc respecter scrupuleusement les exigences légales en matière d'égalité, notamment sur la non-discrimination. Pouvoir diffuser ses offres d'emploi sur des sites comme par exemple Le Bon Coin, puisqu'ils ont une audience assez forte. Pouvoir respecter certains usages rédactionnels ou encore participer à des manifestations à destination du grand public, jeunes, demandeurs d'emploi ou autres. Donc vous avez été très rapide à répondre à ce qu'on voit. Et visiblement, il y a une tendance sur les manifestations, visiblement, Marion. Oui, donc on va laisser quelques petites secondes au dernier votant. Il y a des changements d'avis. Oui, c'est ça, oui. Donc au niveau des résultats, c'est assez partagé. Alors en dernier, a priori, la diffusion d'annonces sur Le Bon Coin est peut-être le moins plébiscité. Ensuite, il y a le fait de respecter certains usages rédactionnels et 50-50 sur respecter scrupuleusement les exigences légales en matière d'égalité, de la non-discrimination.
et participer à des manifestations à destination du grand public, jeunes demandeurs d'emploi. Donc à la fois quelque chose qui est du domaine de l'interne et de l'externe aux organisations. Donc au niveau de ce guide, qu'est-ce qu'on peut retrouver qui permet d'avoir des éléments sur ces questions? Alors en fait, dans ce guide, on a privilégié de pouvoir présenter effectivement par rapport à la réponse, déjà, on dira que ce sont toutes les réponses ou presque qui sont valables. On reverra après la notion de presque. L'idée, c'est de pouvoir effectivement attirer en fait de nouvelles compétences ou pouvoir attirer en fait aussi ce qu'on va appeler le sexe sous-représenté par rapport à certaines catégories, certains métiers. Pense à certaines branches professionnelles qu'a par exemple cité Jean-Baptiste tout à l'heure, ou encore la notion d'objectiver ses recrutements, parce que l'intérêt en objectivant les recrutements, c'est de pouvoir enrichir les compétences de sa structure, de son équipe, de pouvoir aussi tout simplement respecter la loi, ou encore être en adéquation aussi avec les valeurs portées par le monde associatif et l'économie sociale et solidaire en général. En termes de structuration, vous voyez, on vous a mis à chaque fois les fiches, comme ça si vous avez des sujets qui vous parlent plus, vous pourrez directement vous reporter aux fiches appropriées et trouver aussi des exemples de pratiques qui sont assez faciles, qui sont plutôt facilement qui sont faciles à mettre en place et à mettre en œuvre assez rapidement dans vos structures, quelle que soit leur taille finalement, avec des choses assez, on va dire assez simples. On l'a vu tout à l'heure, vous l'avez plébiscité sur la notion de forum, se faire connaître auprès par exemple des structures, des établissements scolaires à proximité, mais ça peut être aussi de tenir tout simplement un état des lieux genré par rapport au processus de recrutement, où on peut s'apercevoir peut-être que un sexe est peut-être sous-représenté par rapport à un autre. Donc c'est de voir aussi, tout en gardant la notion de compétence, de pouvoir peut-être regarder un petit peu comment structurer et organiser ces compétences et surtout de pouvoir observer l'évolution dans le temps. Après, par rapport au Bon Coin ou autre, on va vous présenter quand même un petit site internet qui a été créé par l'UDES, entre autres, avec de nombreux partenaires, qui s'appelle le Portail de l'Emploi, qui pourrait être aussi une opportunité pour vous de pouvoir diversifier en fait vos sourcings de recrutement, parce que l'idée, c'est vrai que quand on a des habitudes, on passe par soit des réseaux, soit des sites spécialisés comme le service public de l'emploi, mais ça peut être intéressant aussi d'utiliser des portails spécialisés où vous allez avoir un public, en fait, un vivier de candidats qui est déjà sensibilisé à l'économie sociale et solidaire. On vous a mis quelques stats pour vous montrer que le site gagne en notoriété et commence effectivement à pouvoir être un vrai vivier intéressant pour les employeurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc ça c'était pour le premier aspect. Maintenant on va passer sur le deuxième aspect, sur le développement de la qualité de vie au travail et la qualité de l'emploi. Donc là pareil, même principe, toujours un petit sondage. Donc effectivement le sondage c'est, à votre avis, en Ile-de-France, quel est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes dans l'ESS? Donc moins 21% en défaveur des femmes, moins 17,6% en défaveur des femmes, moins 2,5% en défaveur des hommes, ou moins 14% en défaveur des femmes. Bon, visiblement la défaveur des hommes n'a pas trop Convaincu. Voilà. On a un public averti quand même. Hein. On vous laisse encore quelques petites secondes pour répondre. Il y a plus d'hésitation sur celui-ci après. C'est moins, la tendance est moins claire. Voilà. Donc au niveau des résultats, donc, les participants et les participantes ne considèrent pas que le niveau de salaire pourrait être en défaveur des hommes. Ensuite, c'est assez partagé au niveau des réponses. Donc on a
Là, est-ce que tu nous entends? Et là, du coup, ça repart. Là, tu On nous entends? voit la... Ouais, ok, d'accord. On va parler plus fort alors. Excusez-nous pour cette petite interruption. Donc, au niveau du quiz, donc Tiffaine, au niveau de ce sondage, donc on a vu que les pourcentages étant un peu dans un mouchoir de poche, les participants et les participantes n'ont pas réussi vraiment à déterminer quel était le bon chiffre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors en fait, il y a une bonne nouvelle, on va dire, par rapport à l'économie sociale et solidaire au sens large, dans le sens où on n'est pas les moins bons dans ce domaine-là, en fait, puisqu'on voit bien, on est dans l'intermédiaire, on a un décalage en fait de 17,6% en défaveur des femmes, mais donc ça veut dire qu'il y a encore des axes de progrès. Alors déjà, sur les axes de progrès, en fait, la première chose, ça va être effectivement la notion de à travail égal, salaire égal, puisque là, il faut impérativement respecter ce principe juridique incontournable. Il faut aussi... il faut aussi travailler sur ces points, parce que du coup, ça peut être aussi une façon de démarquer un petit peu sa structure en montrant un petit peu cette équité salariale et ça développer cette attractivité. Après, on a aussi des actions en fait pour pouvoir développer des leviers pour améliorer les conditions de travail. Et on vous présente aussi des outils pour favoriser les équilibres entre les différents temps de vie. Sachant que... est-ce que le son est revenu pour tout le monde? Ouais. En termes d'exemple de pratique, l'idée c'était effectivement de pouvoir travailler sur le système de rémunération, de pouvoir l'objectiver avec une grille, avec la notion d'augmentation. On va objectiver ces pratiques-là en respectant toujours le principe de la compétence égale, performance et fonction égale, salaire égal. Et de pouvoir aussi, par exemple, travailler sur les temps partiels. On l'a vu, c'est une spécificité du monde associatif par rapport à d'autres champs. Donc, on va pouvoir aussi améliorer la qualité de vie au travail ou même la qualité de l'emploi en agissant sur notamment la formation des équipes ou ce qui peut permettre en fait une polyactivité, ou encore en faisant appel en fait à ce qu'on va appeler la mutualisation d'emploi, avec notamment les groupements d'employeurs, mais ça fera l'objet d'ailleurs d'un séminaire à venir, d'un webinaire à venir avec l'équipe PMAE. Voilà, donc ça c'était bon pour cette partie-là. Un petit quiz pour changer. Donc on va vous refaire un quiz et on va faire un nouveau test son avec le micro qu'on a essayer de remettre en marche. Donc peut-être qu'il y aura quelques petites minutes. Donc on vous laisse faire le sondage et on fait ces tests de son en même temps. Donc au niveau de la question numéro 4, comment évoquer les perspectives d'évolution professionnelle avec mes salariés au cours de l'entretien annuel d'évaluation? L'initiative doit venir du ou de la salariée au cours d'un entretien dédié spécifique ou autour d'un café, donc de manière plus informelle. Voilà, donc on vous laisse répondre et on fait pendant quelques petites minutes un test audio pour voir si le micro qui est plus fort nous permet de mieux nous faire entendre. Voilà. Donc les réponses sont quasiment toutes faites. Voilà. Et on a récupéré le son. On a récupéré le son de manière plus efficace. C'est merveilleux. Donc je pense qu'on va pouvoir diffuser les sondages. Donc au niveau de ce sondage-là, on voit bien que l'entretien annuel d'évaluation reste un temps fort pour vous au niveau de ces questions d'évolution professionnelle, mais pas que, au niveau des petites et moyennes associations. Peut-être que d'autres souhaiteraient que cet entretien soit complété avec un entretien dédié spécifiquement à ces questions. La question de l'initiative qui vienne du salarié, il y a plutôt un plébiscite que l'employeur soit proactif sur ces questions-là. Et la question de l'informalité autour d'un café recueille quelques voix, mais pas de manière massive. Voilà.
Donc Tiffaine, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'analyse sur ces questions-là? En fait, l'évolution professionnelle doit faire l'objet d'un entretien en fait dédié qui s'appelle l'entretien professionnel qui a lieu tous les 2 ans. C'est une nouvelle obligation de la loi de la formation de 2014 qui permet en fait de pouvoir dissocier ce temps de l'entretien annuel car ça permet en fait de pouvoir poser et avoir un temps d'échange sur cette évolution professionnelle pour l'ensemble des salariés de l'association. Bon, ça n'empêche pas que vous pouvez les faire de façon conviviale autour d'un café aussi, hein. Ça c'est même conseillé vivement d'ailleurs. Mais cet entretien doit se préparer. Donc en fait, comme il se prépare, ça permet là encore de pouvoir un petit peu objectiver aussi les pratiques et de pouvoir en fait structurer une grille d'intervention de cet entretien et donc de pouvoir construire l'échange avec ses salariés, avec ses équipes. Donc ça, ce sont des premières choses. En termes d'exemples de pratiques que l'on peut vous recommander aussi, c'est de pouvoir fixer en fait des conditions d'accès à la formation identiques indépendamment de la durée du travail. On revient sur cette question en fait de temps partiel dans les structures qui favorise en fait finalement l'inégalité au sein des équipes. Donc ça peut être quelque chose à mettre en place sans forcément ça peut être quelque chose à mettre en place de façon assez facile et rapide. Il y a aussi des choses qu'on peut proposer pour encourager certains salariés ou certaines salariées à pouvoir travailler un petit peu plus sur la prise de confiance en soi ou la notion aussi de reconversion professionnelle avec tous les dispositifs comme la VAE et autres. Ça, ce sont des choses que vous pouvez aussi vous encourager dans vos équipes en fait. Voilà un petit peu les quelques pistes envisagées. Il y en a d'autres en fait qui vous sont aussi présentées dans le guide, hein, bien entendu. Donc pour introduire la prochaine partie, un nouveau petit sondage pour avoir votre opinion sur une nouvelle question, donc qui sera notre question numéro 5 et qui sera la dernière pour ce webinaire, qui parle de la question des violences sexistes dans le monde du travail et dans l'association. Donc, que faire si on me signale une potentielle situation de violence sexiste dans mon association? Laisser les personnes concernées résoudre ce problème, exposer et régler la problématique lors d'une réunion d'équipe, s'entretenir avec les personnes et recueillir des éléments pour apprécier au mieux les faits et, le cas échéant, prendre des mesures disciplinaires appropriées. Peut-être que la réponse est plus facile cette fois que les autres sur les questions de pourcentage. Ouais, donc, une tendance très nette. Ah oui, c'est une tendance très nette que va pouvoir nous commenter Jean-Baptiste. Oui, effectivement, la plupart d'entre vous avez choisi la bonne réponse, c'est-à-dire la dernière, s'entretenir avec les personnes et recueillir des éléments justement pour apprécier la situation. Alors, on va reprendre les réponses qui étaient proposées. Déjà, si l'employeur est averti d'un comportement harcelant ou un comportement de violence sexiste au travail, au titre de son obligation de sécurité de résultat, il ne peut pas laisser les personnes concernées résoudre elles-mêmes ce problème. Il a une obligation d'intervenir, d'agir, et si les faits sont vérifiés, de sanctionner l'auteur. Il a une obligation vraiment de réagir. Après, peut-il exposer et régler ce problème lors d'une réunion d'équipe? Alors, c'est plutôt déconseillé, notamment au titre des enjeux en question, qui sont assez sensibles, et il peut être assez malaisé de les exposer en réunion d'équipe devant des personnes qui ne sont pas forcément concernées ou qui auront un avis forcément subjectif. Donc là encore, c'est pas une solution adaptée. Donc la chose qu'on doit recommander à l'employeur s'il est face à de telles situations, c'est de s'entretenir avec les personnes intéressées, donc la personne qui se plaint de comportement et le mis en cause, de recueillir leurs témoignages, pourquoi pas avec un écrit, c'est conseillé, de recueillir des preuves, des éléments de fait, et une fois qu'il a tous ces éléments, il va
vous regardez si ces éléments sont constitutifs d'un harcèlement ou de violence. Alors si c'est constitutif d'un tel comportement, il a une obligation de sanction, en tout cas de prendre des dispositions pour que la victime ne soit plus en contact avec la personne à l'origine de ces actes. Donc si par exemple c'est son supérieur hiérarchique, ça va être que cette personne ne soit plus sous son lien d'autorité. Si les faits sont avérés aussi, une solution recommandée, c'est tout simplement de licencier la personne pour un motif disciplinaire. Parce qu'on considère en jurisprudence que tout comportement de harcèlement ou de violence au travail est constitutif d'une faute grave. Donc là encore, si l'employeur veut passer par la case disciplinaire, entre guillemets, on peut lui conseiller aussi, si son entreprise a plus de 20 salariés, de préciser les sanctions en matière de harcèlement ou de violence dans son règlement intérieur. C'est à partir de 20 salariés, il faut un règlement intérieur. Donc si vous voulez sanctionner une personne, il faut que les sanctions, que les modalités de la sanction soient prévues dans le règlement intérieur. Le guide sur les qualités professionnelles qui est proposé par l'UDES propose aussi une charte de référence qui peut être adoptée par l'entreprise. D'ailleurs, le guide en donne un exemple. Et cette charte de référence va expliquer la procédure à suivre face à un signalement de comportement de harcèlement ou de violence. Donc ça peut être, voilà, comme j'ai dit précédemment, réunir les personnes. Aussi, on peut mettre en place une commission d'enquête paritaire qui mènera une enquête et qui donnera des conclusions. Un autre moyen aussi de favoriser l'égalité professionnelle qu'on aborde dans le guide, c'est aussi de négocier un accord en entreprise sur l'égalité professionnelle. Donc là aussi, le guide va vous donner des indications sur la procédure à suivre. Par exemple, commencer par un état des lieux, un diagnostic. Alors si votre structure a plus de 50 salariés, vous allez pouvoir vous baser sur la base de données économiques et sociales, qui contient normalement des informations en matière d'égalité professionnelle. Alors après, pour les structures de moins de 50 salariés, elles n'ont pas d'obligation de négocier en tant que telles sur l'égalité professionnelle. Ce n'est pas une négociation annuelle obligatoire. Si elles ne négocient pas, elles ne seront pas sanctionnées, contrairement aux entreprises de plus de 50 salariés. Après, rien ne les empêche de négocier un accord sur l'égalité professionnelle. Et d'ailleurs, pour élaborer leur diagnostic égalité, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se baser sur des outils existants déjà. Notamment, il y a un outil qui vient de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est un diagnostic égalité professionnelle, à partir des données de la déclaration annuelle des données sociales. Donc là aussi, les petites structures peuvent tout à fait avoir des outils pour négocier sur l'égalité professionnelle. Sur le guide, vous allez pouvoir aussi retrouver en fait des fiches avec on va dire, des outils un peu plus techniques, notamment sur tout ce qui peut être les appuis, conseils, accompagnements ou aides financières qui peuvent vous permettre de mettre en place des actions dédiées à l'égalité femmes-hommes. Vous allez aussi avoir des exemples de tableaux d'indicateurs pour pouvoir un petit peu, on va dire, mixer, donner une touche de mixité à vos instances ou à vos équipes. Je pense notamment avec des indicateurs sur les tableaux de bord ou ce genre de choses. Et vous allez aussi pouvoir trouver en fait des exemples en fait pour pouvoir communiquer autour des actions que vous aurez mis en place, parce qu'effectivement on retrouve aussi cette difficulté. D'ailleurs, quand on a réalisé le guide, c'était une des problématiques de pouvoir trouver des exemples de pratiques qui peuvent en fait être essaimées dans d'autres structures. Donc maintenant que le guide existe et que vous êtes particulièrement intéressé par la problématique, on pensera à vous pour les prochains témoignages. Et sur ce point-là, en fait, on va vous présenter le témoignage en fait d'une radio basque, comme on vous l'a annoncé, une radio associative qui est du côté d'Andaï et qui a mis en fait en place toute une démarche, elle appelle ça même le voyage Oyana, pour vous présenter un petit peu cette action. Et vous verrez que c'est aussi, son témoignage, c'est un véritable appel pour le monde associatif pour se mettre en fait en œuvre sur ces actions.
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que le congrès se déroule bien pour vous. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter notre petit projet. C'est la première fois que je m'enregistre dans une vidéo comme ça, donc j'espère que ça sera le suffisamment bon pour vous. Et je suis très contente de présenter notre petit projet qui est vraiment important pour moi et j'espère qu'il vous servira à quelque chose. La question d'égalité de genre et l'égalité femmes-hommes est encore un axe très important puisque nous devons encore faire face à des grosses inégalités, bien de genre comme beaucoup d'autres. Avant tout, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Ollana Echevarrieta et je suis responsable des politiques de genre à la radio Ancheta Irratia. Et en ce moment, je suis bénévole à la radio et quelquefois, je travaille pour des projets comme l'intégration des femmes immigrées à la radio ou des formations de communication non sexiste. Et Ancheta Irratia est une petite radio d'Andaï, Pays Basque français, juste à la frontière, et qui fait une émission pour Andaï, mais aussi pour Irún et Hondarribia, qui sont deux villages du Pays Basque côté espagnol. Donc, nous émettons entièrement en basque et nous formons aussi part de la Fédération des radios basques et Pays Nord et Euskal Irratiak, qui est formée par 4 radios. Une dans la Soule, une dans la basse Navarre et 2 à la Bordée. On est la Ancheta et une autre radio. Donc, pour nous, pour moi, quand on parle d'égalité, normalement, on pense à des accès à responsabilité, les questions de rémunération, les parcours professionnels, la parentalité, la conciliation vie personnelle et vie professionnelle, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est comment on travaille, quel type de relation nous avons entre nous, entre les travailleurs et travailleuses, et comment on parle, à qui on nomme, dans notre cas, dans le journalisme, c'est très important, à qui on nomme et à qui on nomme pas non plus. Et aussi quelles sont nos thématiques dans nos émissions, ça c'est très important pour nous. On diffuse quoi, qui, comment, mais ça peut-être c'est pas le plus intéressant pour vous. Et Ancheta, nous avons commencé avec des projets comme des ateliers radio que je vous ai dit avant, avec des familles immigrantes surtout, et nous voulions que leur voix soit part de notre radio et diffuser leur histoire et que leur voix soit des informations importantes pour les personnes qui écoutent nos radios. Et donc, nous avons fait beaucoup d'ateliers pendant quelques années et bon, je crois que c'est un de nos axes et on continue à travailler sur ça. À part ça aussi, nous avons un programme entièrement fait par des jeunes femmes sur des thématiques de genre qui était très important pour nous et parce qu'il nous a fait penser beaucoup sur beaucoup de thématiques que nous parlions avant, comme la conciliation, etc. On a eu beaucoup de débats sur ça grâce à elle. Et donc, je crois que ça a été ça nous a poussé à travailler ce type de thématiques dans notre radio. Et donc, comme je vous disais, tous ces axes étaient très importants pour nous, mais c'était un travail qu'on faisait en dehors de la radio, non? Et une fois que nous avons fait un petit schéma dans cette ligne, nous avons vu que c'était très important
que la visibilisation des femmes au dehors de la radio était important, mais qu'on devait visibiliser aussi les femmes dans le cœur de nos radios. Donc, quelle était la situation que nous avions dans les postes de travail, etc., nous comme femmes, et quelle situation nous avions à Anchieta y Ratia. Donc, on a commencé ce voyage, ou quelques femmes ont commencé ce voyage. Elles se sont engagées personnellement à faire des diagnostics de la situation, mais comme je vous disais, l'engagement était personnel, donc c'était dans le temps libre. C'était pas quelque chose que la radio avait comme axe important. Donc, premièrement, quand elles ont commencé, c'était un projet personnel qui a fini par être collectif. Et je crois qu'ici, c'est très important de dire que l'implication des hommes aussi était très nécessaire pour pouvoir continuer, pour pouvoir faire un travail plus approfondi et plus important et prendre des décisions qui allaient changer des rythmes de travail, etc. Non? Et ces décisions que nous avons prises, quelques-unes instinctivement, c'était quelque chose qui nous est venu naturellement, ou quelques autres ont eu besoin de beaucoup de débats oui, beaucoup de débats. Et par exemple, aujourd'hui, et pour que vous ayez quelques idées, et nous essayons d'avoir un équilibre entre les voix des femmes et des hommes dans les émissions que nous avons. Donc, bien comme la personne interviewée, comme je vous disais avant, avec les femmes émigrées et beaucoup d'autres collectifs, bien sûr, mais aussi la voix des présentateurs et des présentatrices. Et là, c'est un travail très important d'avoir un équilibre entre les heures d'émission, les thématiques des émissions, et donc pour ça, on a regardé que ça soit pas toujours les hommes qui parlaient de politique, toujours les femmes qui parlaient de culture, etc. Non? Donc, on a essayé de faire un peu de travail sur ça, que le magazine du matin qu'on fait dans la Fédération des radios basques, à Euskal Irratiak, soit présenté aussi par des femmes. Bon, quelques idées comme celle-ci, non? Et donc, cette équité aussi, nous essayons de l'amener au Conseil de la radio, où toutes les décisions se prennent en égalité. Et pour nous, qui ait de différentes voix pour de différentes approches est toujours enrichissant, non? Dans un groupe de travail et dans un conseil de radio. Un autre point que nous avons travaillé est la souplesse des horaires. Si un homme ou une femme doit sortir avant pour prendre ses enfants à la sortie de l'école ou les amener au docteur, il ou elle ne doit pas donner d'explication à personne. Et chacun sait quels sont ses compromis et avec la confiance de l'équipe, on gestionne notre travail comme meilleur on sait. Donc, chacun entre et sort quand meilleur est pour elle ou pour lui. En étant une petite radio, on n'a pas de problème à s'occuper des différentes tâches, à essayer de prendre différentes responsabilités aussi. Et par exemple, en ce moment, il y a la coordinatrice qui vient d'être maman, donc son travail a été réparti entre les différents collègues. Et bon, après, on essaye aussi de faire attention à ce qu'on dit comme journaliste et en même temps, on essaye d'avoir un espace de confiance entre nous, entre tous les employés, pour discuter de différentes idées
de gestion, etc. Et le projet est soutenu par le groupe. On a beaucoup à faire encore, mais on sait qu'on est dans une bonne direction. Et bon, pour finir, j'aimerais laisser une petite pensée, pourquoi pas, un appel à l'action à toutes les personnes que vous êtes là-bas de l'autre côté. Je crois qu'il faut repenser l'émancipation comme collectif et non seulement celle des femmes. Nous sommes un espace propice, nous, les associations, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour faire ce type de travail parce que on est associatif, on est près des citoyens et des citoyennes et on a un objectif social et solidaire. Donc, plus d'atouts et plus d'options pour travailler ces questions. Ainsi, ce ne sont pas que les pouvoirs publics qu'il faut interpeller, mais à chacun et à chacune, afin d'intégrer toutes les parties prenantes dans la réflexion sur l'égalité femmes-hommes et à la fin l'égalité entre toutes les personnes. Merci beaucoup à toutes et à tous et très bonne continuation pour ce congrès et j'espère qu'on se trouvera dans des différents projets. Au revoir. Pour remercier nos on espère que ces deux témoignages vous ont permis d'avoir des éclairages complémentaires intéressants. Alors on va passer par une petite phase de questions, donc n'hésitez pas à utiliser la console que nous avons tous utilisée pour le son tout à l'heure, mais il sert aussi à poser des questions sur soit les interventions qui ont pu être faites en vidéo, soit dans la salle. Et on va commencer par une petite série de questions sur la question du recrutement, notamment, qu'on va adresser à Tiffaine Perrichon. Malgré ma bonne volonté en tant qu'employeur au sein d'une petite ou moyenne association, j'ai toujours un déficit de candidature masculine au niveau des postes que je souhaite pourvoir. Par exemple, si on prend des postes d'assistanat de direction, quels outils, quels leviers puis-je utiliser pour travailler cette question-là et avoir plus de candidatures masculines et des candidatures masculines, j'imagine, recevables aussi. Tant qu'à faire, c'est mieux. Alors effectivement, la première chose, c'est peut-être capitaliser un petit peu sur la notion d'anticipation, donc se faire connaître auprès, comme on disait tout à l'heure, d'établissements, des organismes de formation, pour pouvoir montrer effectivement que le monde associatif est une réelle opportunité pour l'ensemble des personnes formées qui vont peut-être pas penser aux associations derrière pour aller chercher un poste. Ça peut être une première chose. Après, il y a une deuxième chose aussi qui va être de travailler sur la communication en fait que l'on peut ou les messages qu'on peut faire passer, notamment éviter les stéréotypes. Super, on va voir. Éviter tout ce qui est stéréotypes, par exemple pour parler du métier, des postes d'assistanat de direction, éviter peut-être d'avoir une rédaction très féminisée ou très orientée, ou alors une communication visuelle des postes à pourvoir dans la structure. Je pense aux actions qu'ont mises en place en fait la branche de l'aide à domicile par exemple pour communiquer auprès des jeunes et montrer que les métiers de l'aide à domicile sont ouverts à tous. Donc voilà, des actions comme ça pour faire connaître toujours aussi ces métiers et la réalité et faire montrer en fait qu'il n'y a pas de métier spécialisé sur un genre en fait. Pareil, on l'a vu tout à l'heure aussi, diversifier son sourcing, aller chercher de nouvelles pistes auxquelles on n'aurait pas pensé, les différents sites du service public de l'emploi, Pôle emploi, la PEC et d'autres sources aussi pour pouvoir vraiment montrer et élargir un petit peu ce choix, ce vivier de candidature en fait. Alors par contre, il y a un point sur lequel on voulait attirer aussi votre attention. La loi va autoriser sous certaines conditions et de façon temporaire de pouvoir privilégier
en fait les candidatures féminines, mais attention, l'inverse n'est pas prévu dans les textes. Donc là-dessus, c'est une vigilance qu'il va falloir avoir dans ce cadre-là. Si ça, ce sont des choses qui vous intéressent, on vous conseille de vous reporter en fait à la fiche 2 du guide. C'est là où vous allez pouvoir retrouver un petit peu ces différentes pistes qu'on vient d'évoquer à l'instant. Très bien. Donc une question qui revient assez régulièrement dans le cadre de nos webinaires, parce que c'est une question assez centrale pour cette question d'accord sur les questions d'égalité professionnelle, mais aussi d'autres choses, mais aussi sur tout un tas d'enjeux en termes de gestion des ressources humaines tous les jours, en termes de dialogue social, en termes de niveau de salaire et de conditions de travail en règle générale. Donc c'est de savoir déjà comment on peut déterminer qu'on est lié à telle ou telle branche professionnelle. Ça, c'est un premier élément qui est central. Et ensuite, pour ce qui est du webinaire qui nous concerne aujourd'hui, comment puis-je savoir si ma branche a négocié un accord sur l'égalité professionnelle, et est-ce que, du même coup, je suis dispensée d'en négocier un au niveau de mon organisation, au niveau de mon association? Alors, tout d'abord, pour connaître votre branche, il faut se référer au code que l'INSEE vous transmet. C'est le code relatif à la nomenclature des activités françaises. Donc, ce code va vous rattacher une convention collective en particulier. Pour savoir si votre branche a négocié un accord sur l'égalité professionnelle, il y a une première solution qui est assez simple, c'est d'aller sur le site legifrance.gouv.fr, de choisir la convention collective à laquelle votre structure est rattachée, et quand vous allez voir cette convention collective, vous allez voir tous les accords et les avenants qui ont été négociés. Ils sont classés par ordre chronologique, donc après vous pouvez chercher s'il y a eu un accord sur l'égalité professionnelle qui a été négocié. Alors des fois, les accords ou les avenants mettent un petit peu de temps à être publiés sur le site Légifrance. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi vous rapprocher de votre organisation d'employeurs et leur demander s'ils ont négocié récemment ou s'ils sont en cours de négociation d'un accord sur l'égalité professionnelle. Alors par contre, si votre branche a négocié un accord sur l'égalité professionnelle et que votre structure a au moins 50 salariés, vous devez tout de même négocier au sein de votre entreprise un accord sur l'égalité professionnelle, ou alors à défaut, avoir au moins un plan d'action. Voilà. Un accord de branche ne vous dispense pas de vos obligations de négociation annuelles au sein de votre entreprise. Et donc voilà, pour rappel, si votre structure a 50 salariés, plus de 50 salariés, et que vous n'avez pas négocié un accord sur l'égalité professionnelle, ou que vous n'avez pas un plan d'action sur l'égalité professionnelle, vous encourez une sanction financière, c'est 1% de la masse salariale, et aussi il y a d'autres conséquences en droit du travail. Aussi, il y a une conséquence pour pouvoir soumissionner au marché public, et aussi, si vous négociez pas d'accord égalité professionnelle, par exemple, vous n'allez pas pouvoir modifier la périodicité de vos négociations annuelles obligatoires, ce qui est une possibilité qui a été introduite par la loi Rebsamen d'août 2015. Très bien. Alors, de manière plus concrète, j'ajoute pour la question de la branche qu'il est aussi possible, en fonction de son activité, d'analyser l'activité de sa structure et d'adhérer volontairement à une branche sans que cela soit obligatoire. Et vous pouvez, sur cette base-là aussi, prendre contact avec le syndicat employeur correspondant à cette question de la branche pour échanger avec lui sur les modalités d'affiliation et les conditions. Une question plus concrète sur, en tant qu'employeur au sein de petites, moyennes, même grandes associations, quelles sont les questions discriminantes qui sont à proscrire lors d'un entretien d'embauche, Tiffaine? Alors en fait, on va plutôt axer les questions pendant l'entretien vraiment sur les missions de l'emploi qui sera potentiellement occupé par le candidat. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir proscrire toutes questions relatives à la situation familiale de la personne ou les questions qui vont correspondre aux 20 critères en fait prohibés
ce sont des critères en fait qui vont avoir lieu sur le sexe, sur l'état de grossesse supposé ou non, l'origine supposée de la personne, pareil s'il y a un supposé mandat syndical ou pas, ou ce genre de choses. Et puis ça va être aussi des questions, là le dernier, d'ailleurs je rajoute juste aussi le dernier critère qui a été ajouté par la loi en 2014, c'est le critère en fait géographique, qui est un critère discriminant et qui fait qu'effectivement on va avoir tendance à privilégier un candidat ou une candidate qui va être relativement plus proche de la structure. Donc ça, il faut faire aussi attention à ce genre de critères-là. Donc pour se garder de tous ces éventuelles problématiques, l'idée c'est vraiment de pouvoir axer votre sélection sur les compétences de la personne rencontrée lors de l'entretien et de pouvoir vraiment, on reste sur la notion d'objectivation, comme on l'a dit tout au long de ce webinaire, pour pouvoir en fait se garder, parce que voilà, inconsciemment on peut aussi écarter des candidatures sur des critères en fait prohibés. Très bien. On a eu une autre question sur la question d'élargir aussi cette question de l'égalité et de la lutte contre les discriminations, mais à d'autres enjeux que ceux de l'égalité femmes-hommes. On pense notamment à la question du handicap, la question des origines. Donc sur ces questions-là, je pense qu'il y a des actions incitatives qui sont menées par à la fois les syndicats employeurs et l'ensemble des organisations qui travaillent sur cette question d'emploi dans l'ESS. Et j'imagine qu'il y a aussi des dispositions et des accords qui ont été mis en place, notamment sur la question du handicap. Sur la question du handicap, effectivement, il y a des choses. Je pense notamment aussi la notion handicap, origine. Il y a aussi des approches qui sont mises en place avec des actions, notamment comme les labels diversité, égalité et autres, où on a de plus en plus de structures de l'économie sociale et solidaire qui se lancent en fait dans ces démarches-là, où elles vont pouvoir justement travailler sur leur processus RH pour pouvoir se garder en fait de tout risque de discrimination, que ce soit lié à le handicap ou aux origines ou autres. Par contre, effectivement, il reste un sujet qui est un peu plus difficile, qui va être effectivement la notion de la gouvernance en fait de nos structures, qu'elles soient associatives ou autres, de l'économie sociale et solidaire, où là, en fait, il y a aussi toute une réflexion à avoir sur la place du bénévole et l'enjeu de renouvellement des bénévoles. Et il y a encore des choses à faire dans ce cadre-là, en fait. Il y a notamment sur cette question de l'égalité femmes-hommes dans la gouvernance, mais aussi les questions de représentation des différentes classes d'âge au niveau de ces gouvernances, notamment la participation des jeunes. Et actuellement, au niveau du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, un travail est réalisé pour établir un guide de bonnes pratiques qui était prévu dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire pour proposer un ensemble de dispositions qui permettent de mettre en corrélation un ensemble de valeurs défendues par le monde associatif et le monde de l'ESS et la mise en application au sein des structures concernées. Je pense qu'il n'y a plus de questions à ce stade. On pourra en prendre éventuellement quelques dernières. Alors pour ce qui est de la question de l'emploi mutualisé, je vois une question là-dessus, pour une solution au temps partiel. Ça sera le sujet d'un webinaire spécifique qui aura lieu à la rentrée, qui parlera des questions de mutualisation, de coopération, et vous pourrez vous y inscrire très prochainement, une fois que nous aurons mis le formulaire en ligne. Voilà. Comme nous sommes un peu pris par le temps, qu'il est 12h11, on va conclure ce webinaire pour vous dire et répondre à une dernière question qui est comment se procurer le guide. Nous allons le transmettre via le site du collectif PMAE, où vous retrouverez l'ensemble des ressources, la vidéo et le PowerPoint qui est actuellement diffusé. Vous pouvez aussi le retrouver via le site de l'UDES. Il y a un ensemble de guides pratiques qui fait pour accompagner les employeurs, qui sont complémentaires de celui qui a été réalisé sur la question de l'égalité femmes-hommes.
Vous voyez les différents guides que vous pouvez trouver sur différentes questions. L'année dernière, nous avions réalisé au mois de juillet un webinaire sur la question du dialogue social. Vous avez encore les ressources sur cette question-là sur le site du collectif PMAE ainsi que la vidéo avec différents éléments. Voilà. Pour ce qui est donc des ressources, vous avez l'adresse du site du collectif PMAE. Alors, et on vous enverra, comme vous êtes inscrit à ce webinaire, on vous enverra un mailing spécifique avec les ressources téléchargeables. Pour ce qui est du prochain webinaire, il aura lieu le 28 juin 2016 de 11h à midi, donc sur le même créneau. Et cette fois-ci, nous parlerons d'une obligation légale qui va s'appliquer à l'ensemble du monde associatif au 1er janvier 2017, qui est la question de la déclaration sociale nominative, qui a commencé à être mise en place au niveau des entreprises, mais les associations ont eu un petit peu plus de temps pour le mettre en place, et puis notamment aussi les entreprises avec moins de salariés, si j'ai bien compris cet enjeu pour cette année. Et nous parlerons aussi des différents dispositifs qui peuvent aider les associations à remplir leurs fonctions employeurs, notamment le dispositif Impact Emploi et le chèque emploi associatif, qui peuvent être des outils intéressants pour les petites et moyennes associations pour assurer une gestion RH. Donc on vous remercie de votre participation, on remercie nos intervenants physiquement présents ici, ainsi que les 2 personnes qui ont accepté de faire ces vidéos. N'hésitez pas à nous transmettre tout commentaire ou toute demande d'information complémentaire par mail. Nous tâcherons d'y répondre dans les meilleurs délais. Merci beaucoup et très bonne journée.